Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Ginov. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Michel Soucy avec nous. Puis, le webinaire porte comme titre Comprendre la valeur de son boisé, outils et services disponibles. Donc, c'est ce que Michel va nous transmettre aujourd'hui. On commence à midi tapant parce qu'on est respectueux du temps de dîner de tous. On est bien content que vous vous joigniez avec nous les jeudis. Juste avant de commencer, des informations utiles et techniques, juste pour vous faire savoir que vos micros sont coupés par défaut et que pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions soit dans le chat ou soit dans le Q&A. Et vous pouvez aussi lever la main pour prendre la parole. Michel a dit qu'il n'y a pas de problème avec ça. Il y a du contenu assez, mais il peut arrêter pour des questions. Donc, ne pas vous gêner. Puis, on veut commencer avec respect, bien évidemment, puis reconnaître que nos campus sont situés sur des territoires non cédés des territoires ancestraux des peuples Mi'kmaq, Wolastoqey et Passamaquoddy, et que nous reconnaissons également l'importance du traité de paix et d'amitié conclu en 1725 et que nous exprimons notre respect envers les générations passées, présentes et futures de ces peuples et nous reconnaissons leur rôle essentiel comme gardiens de ces terres. Cette reconnaissance s'inscrit dans un engagement collectif envers la vérité, la réconciliation et les relations durables et respectueuses avec les premiers peuples et aussi sans plus en mentionnant aussi que le mois de juin, c'est le mois de l'histoire autochtone. Donc, Innov, si on veut vous parler un peu d'Innov en bref, Innov, c'est le bras de recherche appliquée, les centres de recherche appliquée du CCNB, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc, on a 6 domaines d'expertise, soit l'agriculture, fabrication de pointe, environnement, bioprocédés, matériaux de pointe, Innov to Market. On vient de lancer un tout nouveau site web. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez vous brancher et vous allez en connaître plus ou vous pouvez encore nous parler d'ici la fin après la session. Sans plus tarder, je vous passe la parole à Michel qui va nous faire sa présentation. Donc, Michel, merci de te joindre à nous. Merci beaucoup, Dani. Merci, Guillaume, et merci au CCNB pour l'invitation, pour cette opportunité de vous parler de la valeur des boisés privés. Je vais partager mon écran et voilà, c'est fait. Est-ce que Dani ou Guillaume peut me confirmer que ça passe bien? On voit Bien. l'écran? Parfait. Oui. Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, Désolé, pour l'instant, on voit pas ton On voit on ne écran. pas voit l'écran. pas l'écran, ça s'en vient. Oh, Et très bien, là, c'est vrai. ah, ah. Là, on La est bon. technologie. Ben, Merci. merci beaucoup, désolé du petit délai. Bonjour tout le Merci. monde. Parlons de comprendre la valeur des boisés privés. Premièrement, je suis Michel Soucy, forestier agréé, professeur en opérations forestières et en économie forestière à l'École de foresterie de l'Université de Moncton. Je suis situé à Edmundston. On donne des cours au baccalauréat qui sont des programmes en aménagement des forêts qui visent à former des professionnels forestiers pour la gestion des forêts. C'est pas des techniciens forestiers, c'est plutôt ce qu'on appelle au Québec des ingénieurs forestiers ou ici des forestiers agréés. Dans ce programme-là, moi, je me spécialise à tout ce qui touche choix des gros équipements de récolte, de la grosse machinerie, tout ce qui est planification des interventions forestières. Mais j'ai un autre côté aussi. Je suis propriétaire de plusieurs boisés privés à travers la province. C'est un privilège d'avoir la chance de, de jouir des différents services qu'offre un boisé privé. Et c'est un peu de ce côté-là qu'on va en parler aujourd'hui. D'emblée, je pense que tout le monde reconnaît qu'un boisé privé, ce n'est pas juste du bois qui est destiné à être vendu à des usines. Un boisé privé, ça apporte beaucoup de différents bénéfices, beaucoup de différentes valeurs à ses propriétaires, à la société, à l'environnement. Donc, que ce soit des valeurs personnelles, des valeurs écologiques ou écosystémiques ou de la récréation, ce type de choses-là, je ne vais pas minimiser ces autres valeurs-là. C'est toujours là mais ce ne sera pas le sujet principal aujourd'hui. Euh,
D'emblée, je reconnais que le concept de valeur en soi, c'est subjectif. En chaque personne, quand on regarde un bien, la valeur qu'un bien ou un service nous apporte, ça correspond à la satisfaction ou à l'utilité que ce bien-là apporte à chaque personne. Donc, c'est subjectif en soi. Mais la partie valeur monétaire, ça, c'est peut-être le volet qui est peut-être un peu plus commun à tous. On peut reconnaître aussi d'emblée que le prix d'achat qu'on paye pour un boisé ou pour à peu près n'importe quel bien, c'est souvent très différent de la valeur que ce bien-là peut apporter à ses propriétaires, à ses utilisateurs. Donc, c'est complexe quand on veut discuter de valeur d'un bien. Ce midi, on va parler surtout de la valeur monétaire du bois, dans un contexte particulier du Nouveau-Brunswick, mais plusieurs des principes ou des outils qui sont présentés pourraient très bien s'appliquer ailleurs sur la planète. N'empêche que beaucoup des exemples qui sont utilisés ou des outils spécifiques sont pour le contexte du Nouveau-Brunswick particulièrement. Pourquoi est-ce que ce serait utile de connaître la valeur monétaire de son boisé? Et il y a beaucoup de bonnes raisons pourquoi ça pourrait être utile à quelqu'un. La première des choses, je dirais, c'est que personne est éternel. On n'a pas une vie illimitée, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le boisé va changer de propriétaire. Il va avoir une succession, il va avoir un transfert de quelque sorte, on va vendre la propriété à quelqu'un. Et dans ces contextes-là, on se pose souvent la question, mais quelle est la valeur de ce boisé-là qu'on veut transférer à quelqu'un? Quand on veut faire des transferts entre plusieurs enfants pour une succession, par exemple, on veut partager de façon équitable, on se pose souvent la question de la valeur possible des différents biens. Puis en ce contexte-là, connaître la valeur de son boisé, c'est utile. Mais il y a aussi, quand vient le temps de planifier ses besoins financiers, quand on planifie sa retraite, des rénovations, différents besoins financiers importants, les boisés peuvent contribuer à ça, puis comprendre, mais quelle est la valeur de ce boisé-là et comment je peux accéder à la valeur qui est dans mon boisé, ça devient utile. C'est utile aussi si on reçoit une offre de quelqu'un, d'un entrepreneur qui souhaite acheter notre bois, qui souhaite faire une coupe ou qu'on souhaite vendre ce bois-là. Comment on fait pour négocier les conditions de récolte si on ne connaît pas vraiment quelle est la valeur du bien qu'on possède? Donc, ça peut être utile dans ces contextes-là. Si on veut décider, est-ce que ça vaut la peine de récolter notre bois aujourd'hui ou on devrait attendre plus tard? Encore une fois, comprendre sa valeur et comment la valeur va évoluer est utile. Si on veut tenter de faire sûr que dans les années à venir, on va atteindre nos objectifs personnels, si on veut éviter une détérioration du boisé, si on veut comprendre qu'est-ce qui a beaucoup de valeur dans le boisé, ça peut être utile de comprendre la valeur du boisé comme tel. Les besoins d'assurance, il y a des gens qui sont moins tolérants au risque. C'est peu commun que les gens assurent leur boisé privé, mais c'est maintenant quelque chose qui est possible au Nouveau-Brunswick assez facilement d'assurer son boisé contre des pertes éventuelles dues à des événements climatiques, par exemple, ou des feux, des choses du genre. Et finalement, si on subit réellement des pertes, de savoir, mais qu'est-ce qu'on a perdu exactement, s'il y a eu un vol de bois, s'il y a eu des épidémies, des feux, ce type de choses-là, de connaître la valeur de son lot peut être utile dans ces contextes-là. Donc, beaucoup de raisons pour vouloir la valeur, mais la réalité, c'est que la plupart des gens que je connaisse, quand ils regardent leur lot, ils se posent la question, mais ces arbres-là que je regarde, qu'est-ce que ça peut bien valoir? Euh, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, puis je connais honnêtement pas beaucoup de gens qui ont la réponse pour leur propre lot boisé. Donc, ce qu'on va voir avec plus de détails, c'est qu'est-ce qui est normalement inclus quand on parle de valeur monétaire d'un boisé privé. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je vous le dis, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont à tenir compte, mais je vais essayer de vous suggérer des pistes de solutions, entre autres, qui peut vous aider à comprendre la valeur de votre boisé pour votre boisé spécifique et pas juste des concepts généraux. Et c'est quoi les outils qui sont disponibles pour essayer de simplifier la chose un peu. Donc, quand je vais présenter la complexité de la valeur d'un boisé, peut-être que ça va faire des surchauffes de cerveau pour certaines personnes. Je m'en excuse à l'avance, mais je pense qu'on c'est incontournable. Il faut présenter un peu la quantité de détails qui vient avec comprendre la valeur
pour comprendre l'importance des outils qui existent, pour comprendre l'importance, l'utilité des services disponibles qui sont là pour nous aider à comprendre cette chose-là. Parce que si c'était simple et facile, on n'aurait pas besoin d'outils ou de services dans ce sens-là. Donc, sautons dedans. Dans la valeur monétaire d'un boisé, il y a différentes choses à tenir compte. Fait que pour un boisé, le premier élément, ce qu'on appelle le sol forestier nu, ou communément dans la région, on appelle ça un fond de terre. Le fond de terre va déterminer une grande partie de la valeur d'un boisé parce que le fond de terre, c'est la qualité du sol. Est-ce que c'est un sol qui est propice à supporter une forêt vigoureuse qui est en santé? Donc, même s'il y a zéro arbre, aucun chemin, aucune infrastructure, on n'a rien, on a juste un sol nu. Ce sol-là a une certaine capacité de production qui est influencée par oui, les conditions climatiques où on est, mais les caractéristiques du sol, le drainage, la topographie, on a-tu un cours d'eau, tous ces éléments-là qui influencent la capacité de production, ça a une valeur. Il y a un sol qui est plus pauvre, ça va être un boisé qui a une moins grande valeur qu'un boisé qui est sur sol riche. Moi, je possède un coin de boisé que c'est une tourbière, c'est très mal drainé, il n'y a pas d'arbres qui poussent. Pour un producteur forestier qui veut produire du bois, ça a relativement peu d'intérêt. Le deuxième élément à tenir compte, avant de regarder la forêt comme telle, c'est où est situé ce lot-là. Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que c'est un lot qui est à proximité d'une communauté? Est-ce qu'il est facilement accessible par des chemins publics avec accès aux services publics, les eaux, les égouts, accès à l'électricité? Ce type de choses-là peut rendre un boisé plus intéressant, plus attrayant pour un grand nombre de personnes. Donc, ça va influencer sur sa valeur monétaire. D'une même façon, un boisé, s'il est destiné à produire du bois ou quelque chose qu'on veut vendre, si ce boisé-là est situé à proximité de ces marchés, donc les usines, par exemple, pour le bois, si c'est situé proche des usines, ça va augmenter la valeur monétaire de ce boisé-là. Donc ça, le fond de terre et ce que j'appelle l'accessibilité ou la proximité du lot, c'est deux éléments intrinsèques qui influencent la valeur. Ensuite vient la forêt comme telle et les infrastructures qui sont sur ce boisé-là. La forêt, euh, entre autres, quelles sont les espèces d'arbres qui sont présents sur ce boisé-là, en quelle quantité qu'on retrouve ces arbres-là, à quelle quantité de bois qui est présent et est-ce que ce bois-là est de qualité intéressante pour les usines, va directement influencer la valeur. Et la présence des différentes infrastructures. Y a-t-il déjà un accès à l'intérieur du boisé pour accéder à ce bois-là, des chemins? S'il y a un cours d'eau, y a-t-il des bonnes traverses de cours d'eau? Parce que construire des traverses de cours d'eau aux normes actuelles, ça peut être très dispendieux. Donc, si c'est déjà présent, ça va ajouter beaucoup de valeur. Et finalement, un aspect qui est souvent négligé, c'est les lois et règlements qui s'appliquent sur un lot. Ça peut influencer la valeur du boisé dans le sens que s'il y a des restrictions, par exemple, sur l'image que j'ai mis là, on a généré ce qui pourrait être une espèce de zone tampon de chaque côté d'un cours d'eau, où c'est commun qu'il y ait des restrictions sur la quantité de bois qui peut être récolté sur une certaine distance de chaque côté. C'est des restrictions légales qui sont là pour protéger la qualité de l'eau. Mais si un propriétaire n'a pas le droit de récolter ses arbres, la valeur de ces arbres-là, à toute fin pratique, on ne peut pas la monétiser. Donc, c'est important d'en tenir compte quand on veut comprendre la valeur globale de son boisé, c'est de comprendre les différentes zones auxquelles il y a des restrictions d'usage. Tout ça étant dit, qui peut faire une évaluation qui serait acceptable d'un point de vue professionnel? Ça aussi, c'est une réponse qui est un petit peu complexe à cause des particularités d'un boisé. Ça va dépendre des objectifs de l'évaluation. C'est déjà réglementé au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs dans d'autres juridictions, que pour faire une évaluation de valeur marchande d'un bien immobilier, généralement, ça prend des évaluateurs agréés. Au Nouveau-Brunswick, c'est des évaluateurs qui sont membres de l'Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, excusez. Et ça sert à déterminer la valeur marchande d'un terrain, des bâtiments, pour des fins de vente, d'hypothèques, de succession, d'impôts, ce type de choses-là. Par contre, les évaluateurs immobiliers n'ont pas l'expertise généralement pour évaluer ce qui est vivant. Et la forêt, c'est une grande composante qui est vivant avec un produit particulier qui est le bois.
Donc là, ça prend l'implication de forestiers agréés, ou au Québec, ce qu'on appelle des ingénieurs forestiers, pour être capable de faire l'évaluation du potentiel forestier, d'évaluer les quantités de bois qui sont présentes et la valeur du bois qui est sur pied. Donc, si on a besoin d'une évaluation très complète de la valeur d'un boisé, il faut malheureusement impliquer différents professionnels pour arriver à avoir cette pleine valeur-là. Si ce qu'un propriétaire est intéressé à, c'est pas de vendre le lot, mais c'est seulement de vendre la coupe de bois, de vendre des arbres. Ah, mais là, passer par un forestier, ça fait la job. On n'a pas besoin de passer par un évaluateur immobilier. Mais il faut garder ça en tête que, dépendamment de l'objectif de l'évaluation, il y a deux types de professionnels pour arriver à faire une évaluation complète. Tous les propriétaires de biens immobiliers du Nouveau-Brunswick connaissent cette image-là. C'est une copie d'une facture, ou ben, pas de la facture, mais de l'évaluation foncière. C'est l'avis d'évaluation foncière qui précède la facture foncière qu'on reçoit. C'est les taxes, en d'autres mots. Et ce document-là présente une valeur pour notre bien. Plusieurs peuvent se poser la question, est-ce que la valeur, l'évaluation foncière qui est faite par le gouvernement est une indication de la valeur de notre boisé? Et la réponse est très, très simple et quasi universelle. Je dirais, c'est que non. C'est un très, très mauvais indicateur de la valeur d'un boisé. La valeur, j'ai pris un exemple réel, là. J'ai pris une évaluation d'un boisé au hasard dans la province. Euh, Ce qu'on voit à l'écran, c'est à droite, on voit les différentes années, puis on voit un historique de la valeur d'un bien foncier qui était 4 000 $ à toutes les années. Moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je possède des boisés privés et ça a toujours été 4 000 $ pour mes différents boisés ou à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Donc, ça ne correspond pas à la valeur du bois qui est sur pied et ça ne correspond pas à la valeur du fond de terre non plus. C'est très différent des, des factures de taxes qu'on reçoit pour nos maisons, par exemple. J'ai pris une maison au hasard, région de Dieppe, et quand on regarde à droite, la valeur en 2022 était à 283 000, 2026 est rendue à 528 000. L'évaluation foncière du Nouveau-Brunswick qu'on reçoit pour nos taxes a une certaine correspondance avec la valeur marchande des édifices. Fait que c'est un grand contraste. Fait que si pour les maisons, par exemple, on peut obtenir une certaine idée de la valeur marchande avec notre facture de taxes, euh, pensez-y même pas. Pour les boisés privés, ça serait une mauvaise idée de croire que votre boisé vaut seulement le montant qui est aux taxes pour la province. Pour les propriétaires de boisés, quand on regarde la valeur du bois, il y a un terme pour la valeur du bois pour les propriétaires, c'est ce qu'on appelle la valeur du bois sur pied. Puis la valeur du bois sur pied, ce que ça représente, c'est la valeur nette du bois pour le propriétaire. Donc, c'est tous les revenus qu'il pourra obtenir de la vente de bois, moins les coûts qui pourraient être associés. Donc, si c'est des revenus d'usine, moins des coûts de récolte avec des entrepreneurs de récolte, bien, ce que le propriétaire veut connaître ultimement, habituellement, c'est qu'est-ce qui va rester dans mes poches. Puis ce qui reste dans nos poches, c'est ce qu'on appelle la valeur du bois sur pied. C'est une valeur qui est nette. De quoi ça dépend, cette valeur nette sur pied? Ben, j'ai dit d'un côté, c'est des coûts, l'autre côté, c'est des revenus. Puis en termes de coûts, ben, il y a beaucoup de coûts d'exploitation qui peuvent s'appliquer. Il peut y avoir des coûts de planification qui sont souvent pris en charge par des entrepreneurs de récolte qui planifient les travaux qu'ils vont faire. Puis on ne voit pas vraiment cette facture-là. C'est couvert par les frais de récolte, mais on peut parfois embaucher des consultants forestiers pour faire du travail pour nous directement quand on veut quelqu'un d'indépendant. On a les différents coûts de récolte. Puis les coûts de récolte d'un arbre, ben, ça ne dépend pas de l'arbre lui-même, ça dépend de tout ce qui l'entoure et du contexte de récolte. Donc, les coûts d'un arbre vont dépendre, est-ce que cet arbre-là est accessible pour la récolte? Est-ce que j'ai les chemins forestiers pour m'y rendre avec les équipements, etc.? Ça va dépendre aussi de la quantité de bois. Une personne qui a un seul arbre à couper sur son terrain, faire couper un arbre, ça va coûter très cher parce qu'on doit déplacer beaucoup d'équipements, du personnel, etc. pour un seul arbre. Si on a des grandes quantités de bois, on a une économie d'échelle qui est très importante.
Les coûts de récolte vont être influencés aussi par quelle espèce d'arbre qu'on coupe. Est-ce que c'est des épinettes, des sapins, ou est-ce que c'est des érables, du bouleau jaune? Est-ce que c'est des gros arbres, des petits arbres, des arbres qui ont une forme bien droite, régulière versus des arbres irréguliers? Et ensuite, il y a le type de coupe qui est performé. Si on fait une coupe totale, beaucoup moins dispendieux parce que c'est très rapide pour les équipements à le faire, versus si on veut une coupe partielle qui va faire attention à protéger les arbres résiduels, mais le même arbre que je coupe, comme je dois faire attention à tout le tour, il prend plus de temps, ça coûte plus cher à récolter. Et finalement, il y a tout ce qui touche les coûts de transport. Il faut que ce bois-là se rende à une usine quelconque. Donc, pour obtenir ces revenus-là qu'on espère, il va y avoir des coûts de transport. Et si le lot ou l'arbre est situé loin des usines, ça va être des coûts élevés. Fait que ça, c'est pour la liste des coûts qui risquent de s'appliquer. On a de l'autre côté tout ce qui est revenu. Puis les revenus d'un arbre, ça dépend de ce que cherchent les acheteurs. Les acheteurs, en d'autres mots, les usines, qu'est-ce que les usines ont besoin comme espèce, comme qualité de bois? Puis qualité, c'est un terme très générique parce qu'un arbre de qualité pour faire du papier de toilette dans une usine de pâte, ce n'est pas les mêmes propriétés, ce n'est pas les mêmes caractéristiques de qualité qu'un arbre qu'on utilise par une usine de sciage qui va faire du 2 par 4 ou par une usine de sciage qui produit des meubles. Donc, la notion de qualité n'est pas universelle. Chaque usine, chaque acheteur cherche pour quelque chose qui est particulier, puis ça va influencer les revenus qui sont possibles d'obtenir de son bois. Des usines au Nouveau-Brunswick, on en a beaucoup. La liste qui est là, elle n'est pas complète. C'est une liste qui était offerte sur un site web d'un des offices de commercialisation, juste pour vous faire réaliser à quel point un propriétaire de boisé pourrait avoir beaucoup d'options à qui vendre son bois s'il veut regarder en termes d'usine. Et comme je disais, chaque acheteur a ses besoins. Puis si on se met à regarder usine par usine de quoi il a de besoin, est-ce que c'est des belles grosses billes ou est-ce que c'est des plus petites billes qui peuvent avoir plein de nœuds, plein de branches? Bien, chaque usine va présenter des listes de critères. Par exemple, je prends J.D. Irving, son usine à Saint-Léonard, a des fiches pour chacun des types de billes. Si on pense des billes de sciage, c'est des grosses billes. Il y a des critères de longueur recherchée, de diamètre minimum, maximum recherché, de type de défaut que l'usine peut accepter et pas. Et la même usine, une même acheteur peut avoir plusieurs différents types de billes qu'il achète. Des billes de colombage, qu'on appelle du stud dans le langage commun, différentes longueurs, différents diamètres, différents types de défauts. Et quand on change d'usine, ben, différentes usines, c'est différentes espèces. Groupe Savoie-Saint-Quentin, par exemple, qui achète des billes de bois franc, ben, ils achètent d'autres produits aussi, mais les grosses billes de bois franc, ils ont des critères ou des caractéristiques recherchées différentes en fonction des espèces et ils vont chercher différentes grosseurs, longueurs. Donc, il y a beaucoup de particularités à tenir compte. Mais si on regarde une forêt entière, que cette forêt-là va contenir un mélange d'espèces d'arbres, qui va contenir un mélange de grosseur, de forme, donc on va avoir toutes sortes de types de billes, ça peut devenir assez complexe à figurer qui peut prendre quoi et quels sont les revenus potentiels qu'on peut obtenir d'un lot. Là, je vais continuer à vous étourdir avec des détails. Euh, Quand on se met à regarder qui peut acheter le bois, il y a une variété d'unités de mesure qui est utilisée par chacune des usines pour afficher ses prix. Parce que chaque usine a des besoins différents, ils ne payent pas de la même façon. Fait que je prends un exemple, Interfor, qui est à Bathurst, euh, affiche ses prix en dollars par corde. J'ai Groupe Savoie à Saint-Quentin qui affiche les prix pour ses billes en dollars par mètre cube, puis en dollars par 1000 pieds de planche, deux autres unités de mesure. Ou J.D. Irving qui présente ses prix en dollars par tonne. Et les usines ne font vraiment pas ça pour essayer de mélanger les gens, mais en fonction de ce qu'ils ont de besoin, ils achètent le bois de chacun à leur façon. Ce qui fait que ça peut être une situation particulière à essayer de comprendre, mais à qui je dois vendre mon bois pour obtenir le meilleur prix possible? Fait que quand quelqu'un essaye de se retrouver, c'est effectivement fastidieux. Donc, bref, il y a beaucoup de choses à considérer pour comprendre la valeur d'un arbre. Pour un propriétaire de boisé, c'est souvent plus simple, hein. Si on décide qu'on veut vendre du bois, on veut juste s'entendre avec quelqu'un pour dire je veux vendre une partie de mon bois, puis je veux une entente qui va être une entente
gagnante-gagnante, que les deux parties vont trouver que ça fait du sens, je suis content, j'accepte de vendre à ce prix-là, l'entrepreneur ou l'usine qui achète est satisfaite aussi, c'est ce qu'on souhaite. Mais la réalité est souvent différente. Les propriétaires de boisés ont souvent beaucoup moins d'informations, ont souvent beaucoup moins d'expérience, donc elles ne se retrouvent pas à négocier ou à discuter avec les entrepreneurs d'égal à égal. Fait qu'en termes de sentiments, les propriétaires souvent disent qu'ils se sentaient plutôt tout petits dans leur culotte. Ils se sentent démunis, puis des fois, ils disent que ça peut être intimidant de parler à des entrepreneurs ou parler à des acheteurs. Euh, c'est intimidant parce qu'ils ont plus d'informations. Je vous dirais que c'est quand un acheteur fait une offre d'achat, euh, puis que ça a l'air intimidant, c'est pas une question de mauvaise foi. C'est pas impossible qu'il y ait de la mauvaise foi. Mais je voudrais que de façon générale, ceux que je connais, c'est pas des actions de mauvaise foi, mais ils font des offres d'achat qui, des fois, on dit, il me semble que c'est pas fort ce qu'ils m'offrent. Il faut comprendre que l'entrepreneur, il essaie de se garder une marge de profit, il se garde une marge pour le risque, pour faire face aux différentes incertitudes sur l'état de la forêt, parce que c'est souvent des ententes qui sont faites assez rapidement. Ils jettent un bref coup d'œil puis disent ah, je pense que je pourrais t'offrir tel montant, je t'offre 25 000 pour la coupe de ton bois. C'est fait d'une drôle de façon parfois. Puis, je dirais qu'il y a des gens qui restent avec un drôle de sentiment. On comprend aussi que les propriétaires de boisés en vendent pas souvent du bois. La plupart des propriétaires, comme moi, tu, tu vends du bois quelques fois dans ta vie, des fois jamais, des fois une seule fois. Donc, on a très peu d'expérience avec ce type de transaction-là. Alors que l'acheteur de bois, lui, il en achète à toutes les semaines. Fait que lui, il a de l'expérience de son côté. Mais le propriétaire qui en vend n'a pas cette fréquence-là, cette expérience-là. Fait que ça crée une asymétrie d'expérience, une asymétrie d'information entre des acheteurs qui ont plus d'informations, qui connaissent la game, et des vendeurs qui, eux, ils ne sont pas trop certains. Et ça a des conséquences financières, cette asymétrie d'expérience-là. J'ai réussi à trouver des données là-dessus. Il y a des chiffres. C'est des chiffres américains qui montrent quelles conséquences que ça a sur euh, la valeur que les propriétaires peuvent obtenir, d'essayer de négocier par eux-mêmes les prix de vente. Puis c'est des valeurs moyennes. Puis pour vous résumer ces figures-là en simple, l'étude américaine suggère que les propriétaires qui négocient eux-mêmes la vente de leur coupe de bois obtiennent généralement un prix qui est inférieur de l'ordre de 10 à 35 de moins que le prix qui est obtenu en moyenne quand ils font appel à des professionnels forestiers pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'ils possèdent comme bien, qu'est-ce que ça vaut exactement. Mais ça, pour un offre, par exemple, de 40 000 pour une coupe qui est pas déraisonnable, euh, si on peut aller chercher un 10 à 35 de plus, ça veut dire que c'est un écart de 4 000 à 14 000 c'est des gros écarts possibles. Et pour en entendre régulièrement des coupes qui sont achetées, vendues, des fois, c'est des très bons deals pour les propriétaires de boisés, l'entrepreneur, c'est gagnant-gagnant. Et d'autres fois, on fait ish. Il y a un propriétaire qui n'était pas conscient de la valeur de son lot, puis il a vendu à rabais. Des fois, on voit qu'on dit clairement la personne aurait pu obtenir le double, mais elle ne savait pas. Et ça, je trouve que ça fait mal au cœur de voir quelqu'un qui n'était pas conscient de qu'est-ce qu'il y avait à vendre, puis il l'a laissé aller pour beaucoup moins que ce qui était possible. Donc, juste pour ça, moi, je recommande fortement de discuter avec des professionnels qui sont indépendants pour essayer de vous aider à trouver un terrain d'entente. Puis ces professionnels-là ne sont pas là pour vous aider à négocier directement d'habitude, mais sont là pour comprendre qu'est-ce qu'il y a sur le boisé exactement. Ça enlève de l'incertitude autant pour l'entrepreneur que pour le propriétaire. Puis là, on sait qu'est-ce qu'on a à vendre exactement. Au Nouveau-Brunswick, des boisés privés, c'est 30 de la province. C'est tout ce qui est en couleur sur ma petite carte à droite sur votre écran. Euh, c'est 40 000 propriétaires à peu près au Nouveau-Brunswick qui possèdent presque 80 000 propriétés. Donc, c'est beaucoup de petites propriétés. Pour nous aider à naviguer dans ces 80 000 propriétés-là et avec les 40 000 propriétaires, on est chanceux depuis
plusieurs décennies maintenant, on a des offices de commercialisation des produits forestiers. La province est divisée en 7 régions. Chacune de ces régions-là a un office de commercialisation des produits forestiers qui ont plusieurs mandats. Leur premier mandat, tel que je le comprends, c'est de négocier des ententes avec l'industrie forestière, négocier des ententes pour les propriétaires de boisés privés pour dire, bon, ben, quelle usine accepte du bois, de quelle qualité et à quel prix. Mais les offices de vente offrent d'autres services. Ils gèrent entre autres les programmes de sylviculture qui permettent de planter des arbres ou de débroussailler, dégager nos forêts. Et de nouveau, ils offrent des services de conseil ou d'accompagnement pour les propriétaires. Donc, ce qui était anciennement les services d'extension forestière, c'est revenu. Donc, au Nouveau-Brunswick, les propriétaires, plusieurs ne le savent pas, mais on a accès à des services pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on a comme bien. Il est aussi possible d'aller chercher des services directement de consultants forestiers. Les forestiers agréés ou les techniciens forestiers ont chacun leur association respective et je sais qu'au moins l'Association des forestiers agréés sur leur site web vont présenter, vont afficher quelques consultants forestiers qui existent dans la province, mais je sais qu'il en existe plus que ce qui est disponible sur leur site web. Mais sachez qu'il existe des services privés pour nous aider à comprendre ce qu'il y a sur nos boisés. Mais peu importe qui fera l'évaluation de la valeur, il va avoir les mêmes grandes étapes à suivre. Il faut, décrire de façon générale le lot. Il faut ensuite déterminer quelle quantité de bois qui est présent, c'est l'inventaire forestier. Il faut ensuite estimer c'est quoi les travaux à faire, qu'est-ce que ça va coûter et estimer les revenus possibles. Donc, la description du lot, c'est un peu comme j'avais discuté précédemment, c'est les informations de base relatives au fond de terre, puis à la qualité de ce site-là à comprendre. Le lot, il est où? Il est situé où? Est-ce qu'on y a accès facilement? Est-ce que c'est grand ou c'est petit? Est-ce que c'est un terrain qui est accidenté? Est-ce qu'il y a des cours d'eau? Est-ce qu'il y a des contraintes d'utilisation? Plusieurs généralités qu'on a de besoin. Ensuite, l'inventaire forestier, c'est vraiment de décrire, d'aller chercher des chiffres pour comprendre quelles essences sont présentes, quelle grosseur, quelle hauteur d'arbre, quelle quantité de bois est présente en d'autres mots, mais quelle quantité de bois mesurée selon ce que les usines ont besoin de connaître, selon ce que les usines achètent. Donc, c'est des volumes par produit. J'ai quelle quantité de volume, quel volume de sciage, quel volume de bois de pâte ou de bois pour la biomasse. Donc, c'est l'information qu'on a de besoin et je ne vous cacherai pas que faire une description de l'eau, faire l'inventaire forestier, ça nécessite quand même des compétences particulières si on veut avoir les bonnes informations avec un bon niveau de précision. Pour ça, on est chanceux. Au Nouveau-Brunswick, toute propriété de plus de 5 hectares, comme boisé privé, est admissible en principe à des subventions du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour nous aider, entre autres, à faire toutes sortes de travaux sylvicoles. Mais dans le programme d'aide à la sylviculture, c'est clair qu'il subventionne aussi la préparation de plans d'aménagement forestier. Les plans d'aménagement, je vais en parler un petit peu plus en détail, mais c'est ce qui nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on possède au juste, qu'est-ce qu'il y a sur ce boisé-là. Donc, c'est subventionné et dans bien des cas, ça paye 100 des coûts de préparer les plans d'aménagement. Donc, c'est un service qui est très utile, mais qui est sous-utilisé dans la province. Ces plans-là peuvent être préparés directement par les professionnels des offices de commercialisation du bois ou préparés par d'autres consultants forestiers, ça se fait aussi, là. Mais c'est des services qui sont là pour toute propriété de plus de 5 hectares. Plan d'aménagement forestier, ça prend différentes formes, mais ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est une description générale du lot, mais après ça, des cartes, des photos aériennes qui montrent les contours du lot, qui montrent des cartes qui montrent la topographie ou le terrain, mais ce qui est vraiment dans le plus utile, c'est les cartes qui nous montrent les peuplements forestiers, comment se divise la forêt qui est présente sur les boisés et au-delà des cartes, c'est les tableaux qui viennent avec, qui se disent, ben, au total, il y a quelle quantité de bois par espèce, par produit. Donc, sur l'image ici, c'est un total pour un petit boisé fictif, mais qui dit il y a quelle quantité de feuillus, de peupliers, de sapins épinettes, de feuillus tolérants. Tu sais, il y a différentes façons de compiler les groupes d'espèces par catégorie de produits. C'est les informations qu'on a de besoin pour comprendre la valeur du bois qui est sur un lot.
En plus, ce qu'on retrouve généralement dans un plan d'aménagement forestier, un plan, ça prédit le futur, c'est après avoir décrit quel est l'état actuel du lot, il va généralement y avoir des recommandations sur les travaux qui pourraient être à réaliser pour atteindre les objectifs du propriétaire. Fait que ça vient avec une discussion à l'avance sur quelles sont les intentions du propriétaire sur son lot pour ensuite arriver à faire des recommandations. Dire, ben voilà, sur cette propriété-là, on vous recommande de faire tel traitement à telle année. Est-ce que c'est des traitements pour tout de suite ou c'est des traitements pour dans le futur? Il peut y avoir des secteurs qu'on dit, c'est marqué leave to grow, c'est en anglais, je m'excuse pour les choses en anglais. Euh, mais il y a des secteurs qu'on dit, touche-y pas, il n'y a rien à faire. Pour atteindre des objectifs, c'est mieux de laisser ça pousser. Pour l'instant, c'est la meilleure chose à faire. Fait que ça donne des informations précieuses pour un propriétaire pour comprendre qu'est-ce qui devrait être fait ou pas sur son lot. Et ces plans-là, quand ils sont préparés, bien sûr, ils sont présentés, discutés avec les propriétaires pour qu'ils puissent comprendre pourquoi c'est ça les recommandations qui sont là. Puis, il n'y a personne qui est obligé de suivre les plans. Ça appartient au propriétaire, c'est juste pour l'aider à comprendre qu'est-ce qu'il possède comme forêt et qu'est-ce qui serait recommandé comme travaux pour atteindre les objectifs du propriétaire. Ça ne vient pas avec des obligations. Est-ce qu'on est capable de faire ça soi-même? Oui, on est capable de faire ça soi-même, mais comme je disais, ça prend une certaine expertise pour y arriver. Mais pour ceux qui sont curieux, qui veulent aller chercher un maximum d'informations sur leur lot par eux-mêmes à l'avance, il y a différentes sources. Moi, personnellement, mon point de départ, c'est toujours mon évaluation foncière. Mon évaluation foncière, c'est mon point de départ parce que c'est le document que je retrouve facilement dans mes affaires qui présente le numéro d'identification du lot. En anglais, on appelle ça le PID, le PID. En français, c'est le NID, le numéro d'identification de parcelle. C'est utile pour les outils disponibles fournis par la province. Parce qu'avec ce numéro-là, on est capable, par exemple, d'aller sur le site Internet de Service Nouveau-Brunswick, qui a un outil en ligne d'évaluation foncière, que si tu entres ton numéro, tu peux voir sur une carte où est-ce qu'il se situe, c'est quoi les prélèvements d'impôts qui ont eu lieu, l'évaluation foncière, mais on voit d'autres choses comme sur un lot, par exemple, j'en ai pris un au hasard qui est en rouge, je vois dans le secteur qui est proche de ce lot-là, des secteurs qui sont en vert, qui sont surlignés en vert, qui sont tous des secteurs qui ont été vendus récemment. Fait que ça nous permet de consulter la valeur des transactions qui ont eu lieu. Donc, on peut voir, tu sais, dans l'exemple qui est là, plusieurs des lots qui sont en vert, qui disent voici qu'est-ce qui a été vendu. C'était-tu juste un lot boisé? C'était-tu un lot avec un chalet, une résidence, etc. Mais ces transactions-là, c'est toutes des informations publiques que tout le monde peut accéder facilement. On peut voir comment a évolué la valeur d'un lot dans le temps. Par exemple, ici, j'en ai un qui, en 2014, s'est vendu plus de 100 000. En 2015, s'est vendu 30 000 en 2024, 5 000 Vous comprendrez que c'est un lot qui a eu des récoltes très agressives. Puis là, il ne reste plus grand-chose. Par contre, je vais vous mettre en garde, ces valeurs-là sont les valeurs qui ont été déclarées et c'est malheureusement commun qu'il y a beaucoup des transactions qui ont lieu avec une portion qui est en argent comptant, en cash, puis des montants qui ne sont pas pleinement déclarés. Fait qu'il faut prendre ça avec un peu de sel, on va mettre ça de même. C'est pas du cash. Mais n'empêche que de comprendre les valeurs qu'un lot a été transigé, des fois, ça aide à comprendre la valeur des lots adjacents. De savoir qu'un voisin a vendu à tel prix, il fait, hein, peut-être que moi, à côté, est-ce que j'ai le même type de forêt, les mêmes conditions? Ça veut dire que je serais peut-être capable d'aller chercher une valeur similaire. Donc, c'est une source d'information. On est chanceux aussi au Nouveau-Brunswick qu'on a ce qui s'appelle l'explorateur GONB qui est devenu, dans les derniers mois, dernières années, un outil très puissant. Il y a beaucoup d'informations qui s'est ajoutées. Et si vous allez sur le site web, tapez explorateur GONB, vous allez tomber sur cet outil-là qui permet de voir des photos aériennes, qui permet de voir les chemins, les cours d'eau, les zones humides, beaucoup d'informations sur sa propriété. Encore une fois, il suffit d'entrer le numéro de propriété. Mais ça a d'autres fonctionnalités. On peut mesurer des superficies, de dire, ah, il y a une portion que je voudrais vendre, comment grand que c'est. On peut mesurer des superficies, on peut explorer la topographie. Le gouvernement rend disponible une longue liste qui n'est pas toute à l'écran d'informations gratuitement, mais ça prend une certaine expertise pour arriver à interpréter ce qui est là.
Récemment, ils ont rendu disponibles des informations d'inventaire forestier. C'est l'inventaire par photo-interprétation, fait qu'on peut connaître l'état d'une forêt sur nos boisés qui a été mesuré, qui a été effectué par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est des informations assez récentes aussi. Donc, ça nous donne des informations sur les espèces d'arbres qui sont là, sur leur stade de développement, mais il n'y a pas d'informations sur la quantité de bois. Ça, c'est pas là encore. Ça prend encore quelqu'un qui va sur le terrain. On n'a pas accès en ligne gratuitement. C'est pas là. Finalement, après, après ça, prochaine grande étape, c'est d'estimer c'est quoi les travaux qu'il y a à faire puis à quel coût. Puis estimer les travaux, les coûts. Si on a un plan d'aménagement, les travaux à faire sont déjà définis, ça va assez bien. Mais le seul truc que je connaisse pour comprendre ce que ça peut coûter, c'est de consulter plusieurs entrepreneurs. Et là, on est encore chanceux dans la province. Plusieurs des offices de commercialisation, plusieurs des consultants forestiers ont des listes d'entrepreneurs qui c'est souvent disponible sur des pages web publiques qu'on peut consulter la liste. Puis c'est un peu comme les pages jaunes là, qu'on essaie de rejoindre des entrepreneurs pour des rénovations de maison. Ben, des entrepreneurs de récolte sont aussi faciles à rejoindre. C'est sarcastique un peu, mais c'est avec eux qu'il faut discuter des coûts potentiels. Puis quand on parle à plusieurs, on arrive à trouver des coûts qui sont très probables de ce qui risque de se produire. Et les revenus, ben, c'est une question de regarder qu'est-ce qui est offert par les différentes usines, une à la fois. Euh, ce- Comme c'est toutes des unités de mesure différentes, des prix différents, euh, plusieurs des offices de vente rendent disponibles des petits outils pour convertir les volumes, convertir les prix. Par exemple, ici, tu peux dire, ben, j'ai du bois mou à vendre comme l'épinette qui est à 72 par tonne. Tu cliques sur calculer, puis ça te donne les valeurs équivalentes dans toutes les autres unités de mesure qui sont communes dans la province. Donc, c'est des petits outils qui peuvent nous aider, qui sont disponibles. Reste qu'il faut choisir à quelle usine on veut vendre. Et ça dépend beaucoup de la distance de transport. Euh, Là aussi, les offices de vente ont des petits outils. La plupart d'entre elles ont des livres de cartes qui permettent de comprendre la distance qui sépare les différentes régions de leur territoire aux différentes usines individuellement. Mais on a aussi des outils bâtis un peu comme Google Maps qui permet de donner un numéro de lot. Puis ça nous calcule, ça nous estime les distances de transport pour toutes les usines, ben, ouais, pour pas mal toutes les usines possibles du Nouveau-Brunswick, celles qui sont à proximité du Québec, du Maine, de Nouvelle-Écosse. Donc, ça nous donne une grande liste d'usines. On est capable d'y mettre des coûts de transport pour essayer d'estimer ben, qu'est-ce que ça coûterait de plus si j'envoyais mon bois à la prochaine usine qui est plus loin. On n'a pas encore au Nouveau-Brunswick un outil aussi simple qu'au Québec. Au Québec, ils ont un outil qui s'appelle prixbois.ca. L'outil prixbois.ca, quand tu cherches une usine chez eux, tu entres ton adresse de ton lot boisé, il est situé où. Puis, cet outil-là sur le web va te sortir la liste d'usines à proximité et faire déjà un calcul du, avec le prix du bois offert par l'usine, moins les coûts de transport pour te rendre de ton lot jusqu'à cette usine-là. Donc, ça permet de faire des comparaisons pour dire, mais si je veux me rendre à telle usine, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller à une usine qui est plus loin pour aller chercher un revenu plus intéressant? Fait que ça fait ces calculs-là pour nous plus facilement. J'imagine que vous êtes un petit peu étourdi par tout ça. D'habitude, quand je présente toutes ces informations-là en rafale, ça, les gens ont la langue à terre. On peut se poser la question, y a-t-il quelque chose de plus simple pour avoir une idée de la valeur de notre bois, de plus rapide que de passer dans tous ces détails-là? Ben oui, il existe plus simple. Plus simple, c'est plus approximatif, mais au Nouveau-Brunswick, on a des statistiques annuelles sur la valeur du bois sur pied qui sont compilées par la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick. Eux aussi ont une page web. Toutes les informations sont disponibles de façon gratuite, publiquement. Puis ça nous dit en moyenne, au Nouveau-Brunswick, quel montant net revient aux propriétaires pour leur bois. C'est déjà les revenus moins les coûts. C'est des tableaux assez simples qui vont présenter pour différents produits. C'est des codes, il faut aller voir dans le rapport pour savoir à quoi ça correspond, mais des billes de sciage de feuillus, par exemple, ça va nous dire en moyenne, ce qui reste dans les poches du propriétaire, c'est 29,12 $ par mètre cube de bois. Dans ces rapports-là, ça va avec beaucoup plus de détails. On peut voir les prix minimum, prix maximum par produit, donc pour comprendre la fourchette des valeurs nettes.
On a des chiffres par région. Par contre, quand je discute avec des professionnels du domaine, ils me disent que c'est des données qui sont très imparfaites. Fait que c'est à prendre ça aussi avec une certaine nuance, mais c'est une source d'information qui peut nous permettre de rapidement avoir un estimé. Mais si on veut quelque chose de simple et rapide, ça va être beaucoup plus approximatif que si on veut investir un peu plus de temps, un peu plus d'efforts pour avoir des informations plus précises. Fait que ça dépend vraiment pour quelle raison vous voulez avoir une meilleure compréhension de la valeur de votre boisé. Si on veut quelque chose d'approximatif, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller sur GONB, je prends un secteur qui m'intéresse, je le mesure, je vais regarder dans mon plan d'aménagement pour dire, mais ça, quelle quantité de bois qui est censé avoir par hectare. Puis si j'ai 2,5 hectares à 150 mètres cubes à l'hectare, ça me dit ma quantité de bois. Je regarde euh, dans les statistiques provinciales, en moyenne, ça devrait valoir quoi? Puis ça me donne une certaine valeur. Je dis, ah, ce 2,5 hectares-là, net dans mes poches, ça devrait valoir 6 750 en moyenne. Ça me donne un point de départ. La question qui me vient suivante est, est-ce que ça vaut la peine de le couper tout de suite ou je devrais attendre que la forêt pousse? Est-ce que je vais faire plus d'argent si ça grossit? C'est une bonne question. Et euh, la réponse d'habitude se retrouve dans les plans d'aménagement. Est-ce qu'on a une recommandation de couper tout de suite ou c'est une recommandation de couper plus tard? Si c'est un très bon plan d'aménagement, puis là, c'est plutôt rare ceux-là, mais les très bons plans d'aménagement nous présentent des figures de ce type-là qui permettent de comprendre comment va évoluer le volume de bois dans notre boisé. Puis, si aujourd'hui, on sait qu'on a 150 mètres cubes à l'hectare, on sait où est le boisé, on peut regarder sur ces figures-là pour dire, mais par exemple, dans 10 ans, ça va être rendu où? Si dans 10 ans, mon même 2,5 hectares, j'ai maintenant 240 mètres cubes à l'hectare, puis que le bois est plus gros, donc j'ai un meilleur prix, ben, dans ce cas-là, pour ma petite plantation d'épinettes noires chez nous, je peux presque doubler la valeur. Fait que ça serait probablement pas une bonne décision pour moi de couper aujourd'hui. Je suis mieux d'attendre parce que c'est en pleine croissance tout de suite. Donc, comprendre la valeur de son boisé, c'est pas juste comprendre qu'est-ce qu'il y a là tout de suite, mais c'est comprendre comment ça évolue, ce boisé-là, dans les années à venir. Puis là, on peut prendre une meilleure décision. Donc, c'est prendre la décision de récolter du bois, c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère. C'est une décision qui peut être difficile. Souvent, les propriétaires ont leur boisé pendant des décennies avec l'intention de jamais couper, mais pour toutes sortes de raisons, des fois, finalement, il vient une nécessité de couper. Si on fait une récolte, une fois que la récolte est faite, on ne peut pas corriger le tir facilement. Hein, c'est fait, les arbres sont coupés, sont partis. Donc, à mon point de vue, c'est important de bien comprendre la valeur avant pour décider est-ce que c'est une bonne idée de couper? Est-ce que c'est le bon moment de couper? Comment on devrait le faire? Quel type de coupe? Avec qui on devrait le faire? Fait qu'il y a plusieurs choses à discuter, à tenir compte, à connaître la valeur de son boisé, c'est un bon début. Fait que, pour essayer de terminer tout ce que je viens de vous vomir rapidement en 45 minutes. Comprendre la valeur de son boisé, si on veut bien faire les choses, euh, ça l'implique de tenir compte de beaucoup de détails. Mais la base de la base, ça commence par connaître son boisé. Un plan d'aménagement, c'est le meilleur point de départ que moi je connaisse. Mais de savoir qu'est-ce qu'on a au juste, euh, c'est important. Ensuite, il y a plusieurs petits outils qui existent pour nous aider si on veut naviguer là-dedans par nous-mêmes, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le bénéfice de parler avec des professionnels indépendants de la chose pour sortir de ça en étant confiant qu'on prend des bonnes décisions puis qu'on sait qu'est-ce qu'on a comme valeur, comme bien de notre boisé. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, je suis ouvert à en discuter avec vous, à répondre à vos questions. J'espère qu'il y aura des éléments qui vous seront utiles là-dedans. Mais je vous partage mon adresse courriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec plus de profondeur avec vous. Merci, Michel. Il y a une question pour toi dans le QR. C'est Suzanne Roy. Possibilité d'un plan d'aménagement subventionné au Québec. Oui.
Ça aussi, au Québec, il y a les groupements forestiers, puis eux aussi ont des programmes similaires. Je ne suis pas aussi familier, mais je le sais qu'à travers les groupements forestiers, ils offrent ces services-là d'aller faire les plans d'aménagement, de documenter qu'est-ce qu'il y a chez vous, puis de vous fournir des recommandations. Ensuite, le propriétaire a le choix d'appliquer ce plan-là ou pas, mais les subventions sont disponibles au Québec. Je ne sais juste pas à quelle hauteur les subventions sont disponibles. Merci beaucoup. On a Gabriel Bieybuick qui lève la main. On va ouvrir le micro pour lui permettre de parler. Je pense qu'elle a plutôt envie d'exprimer sa question à l'oral. Bonjour Isabelle, Gabriel, pardon, la parole est à toi. Salut Michel. Je voulais juste savoir les prix que tu as affichés dans ta présentation. Sont-ils les prix vraiment à jour qu'il y a sur le marché ou pas? Oui, c'est vraiment la plupart de mes diapos, je les ai produits dans la dernière semaine. Donc, c'était des prix qui sont pas mal d'actualité, là. Mais vraiment, les prix justes ici, sur le site web de chacun des offices de vente, il y a les liens à chaque acheteur, puis les prix sont vraiment disponibles. euh, Live. Fait que les ententes, les prix en vigueur sont disponibles sur les sites web des offices de vente. Ça serait ça ma recommandation, là. Ensuite, ils disent, la plupart des acheteurs de bois disent, si vous avez des questions, de les contacter directement. Les offices sont l'intermédiaire qui permettent de faciliter la discussion, mais plusieurs des acheteurs, quand vient le temps, les particularités de, ah, j'ai du bois avec tel défaut, telle affaire, est-ce que tu le prends ou tu vas me le rejeter ou donner un prix inférieur? Là, on contacte l'acheteur direct, puis on obtient les bons prix. Mais ce qui est dans le diapo ou dans les diapos, c'est pas mal à jour. Ah, parfait, merci, c'était tout. Excellent, excellent, merci beaucoup. Juste avant peut-être de continuer les quelques questions, je vois qu'il y en a encore. On vous met à l'écran là une petite diapo pour un petit peu avoir votre feedback là sur le webinaire. Vous pouvez y accéder avec le QR code en scannant ou via le lien, qui est pas des plus simples, je vous l'accorde. On va revoir ça prochainement. Je Euh, vois, je vais t'interrompre, Guillaume, mais je vois une question que j'aimerais aborder. J'ai vu dans le chat Julie Godet qui pose la question si un plan d'aménagement, c'est seulement la valeur monétaire qu'on considère ou s'il y a d'autres valeurs comme la biodiversité. Puis c'est une très bonne question, ça. Et vraiment, les plans d'aménagement qui sont faits par les offices de vente que je connais qui en font, là, c'est vraiment pour répondre aux objectifs du propriétaire. Fait que c'est possible d'avoir un plan d'aménagement si quelqu'un a des intérêts pour la faune, des intérêts pour la biodiversité, si on veut faire autre chose que de produire du bois, ben, c'est d'avoir un professionnel qui vient faire l'inventaire, qui vient documenter qu'est-ce que tu as comme forêt, puis faire des recommandations. Parce que parfois, même si nos intentions, c'est la faune, les habitats fauniques ont besoin de certaines caractéristiques forestières, puis les professionnels forestiers peuvent recommander des interventions, de dire on pourrait faire tel type de coupe ou tel dégagement ou tel aménagement qui va créer un meilleur habitat, qui va favoriser certaines espèces de plantes, certaines espèces fauniques. Donc, dépendamment quels sont les objectifs du propriétaire, on peut avoir un plan d'aménagement. On ne se cachera pas, par exemple, que le programme de subvention sylvicole du gouvernement est vraiment axé pour encourager la production de bois. Fait que ça, c'est comme toujours un peu là, mais depuis cette année, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a investi de la nouvelle argent pour offrir un service de consultation, un service d'accompagnement qui n'était pas disponible avant. Et plus que jamais, c'est possible d'avoir des plans, des recommandations qui sont pour autre chose que juste du bois. Fait que ça permet de connaître la valeur de son boisier, de connaître le bois qui est là, mais d'essayer d'atteindre ces objectifs qui sont autre chose que produire du bois, qui peut être du sirop d'érable, qui peut être toutes sortes d'autres valeurs. Mais moi, je pense que ça a beaucoup de valeur de savoir à la base qu'est-ce que tu possèdes. Et si tu possèdes un boisier qui a des plantes rares ou qui a des choses très particulières qui devraient être protégées, ben, le Nouveau-Brunswick a besoin d'augmenter ces zones protégées. On a comme province, nous aussi, des objectifs de protéger plus de territoires, plus de forêts. Mais c'est difficile de protéger des plantes rares si on ne sait même pas que notre boisier possède des plantes rares.
Fait que pour ceux qui ont des boisés, qui n'ont pas nécessairement l'intention de vouloir couper du bois, moi, je les encourage pareil à faire un plan d'aménagement puis à connaître qu'est-ce qu'ils possèdent pour savoir les opportunités possibles, que ce soit des opportunités de protection, de biodiversité ou des opportunités de production de valeur ou pour d'autres objectifs du propriétaire. Fait que merci, Julie, pour cette question-là. Merci beaucoup. Tiens, j'ai une question spontanément, moi, qui me vient à l'esprit. Si on constate qu'on a des espèces rares sur son terrain boisé, on parle d'espèces endémiques spécifiques au Nouveau-Brunswick ou c'est plutôt des espèces qui sont dans l'est du Canada et puis qu'on pourrait retrouver éventuellement au Nouveau-Brunswick? On s'approche de mon champ d'incompétence. C'est mes autres collègues qui sont forts sur la protection, mais il existe une classification du niveau de risque de chaque plante, de chaque animal à comprendre. Est-ce que cette plante-là est en voie d'extinction? Est-ce qu'elle est juste à risque? Est-ce que c'est localement qu'elle est à risque? Est-ce que c'est dans toute l'est du pays? Est-ce que c'est sur la planète? Puis dans toute cette classification-là, ça permet d'identifier les choses qui sont vraiment, vraiment importantes de protéger parce que c'est ultra rare, de choses qui sont peut-être moins rares, mais localement à risque. Fait qu'il y a tout ce gradient-là de risque, je vais l'appeler de même. Fait que quand vient le temps de dire qu'est-ce qu'on veut protéger, ben là, je vous dirigerai vers les experts en biologie, mais ça existe. Donc, dépendamment si c'est local, régional, provincial, c'est possible. Il y a quelqu'un Excellent. aussi dans le QR, Diane Landry, je pense que c'est peut-être une collègue de près ou de loin, je sais pas, elle te félicite. Fait que merci. Wow, la belle présentation, Michel. Merci d'avoir présenté les outils disponibles et autres informations pertinentes pour nos propriétaires de boisés. Comme tu as dit, nous sommes là pour informer et servir les propriétaires de l'eau boisée de façon impartielle. Diane, Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska. J'imagine que vous vous connaissez ou... Oui, merci Diane. Oui, Diane, c'est la gérante de l'Office de la région du Madawaska. Donc, Ah on a ben, la merci. chance de se côtoyer puis de travailler sur différents projets. Mais les gens des offices de vente de toutes les régions de la province que je connaisse offrent un bon service, puis ils sont là pour aider les propriétaires. Souvent, les gens ont peur parce qu'ils disent, ben là, parce qu'ils administrent les programmes de plantation, ils disent, ben, ils vont vouloir tout planter ma forêt. Mais c'est pas ça. Ils sont pas contre les autres utilisations. Ils sont l'intermédiaire entre l'industrie forestière et les propriétaires pour négocier les prix, les ententes, pour livrer les services de sylviculture du gouvernement, gérer le programme de subvention. Mais il y a vraiment l'aspect conseil, accompagnement des propriétaires qui est là. On ne perd rien à frapper à leur porte puis de leur demander qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour nous. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Puis si vous n'aimez pas le service que vous avez, ben, vous n'avez rien perdu. Vous avez perdu 1 heure à discuter avec quelqu'un, mais ça vaut la peine. On aime les questions, mais on aime la rétroaction positive aussi. Merci, Diane. Merci à tous. Je crois qu'on a pas mal fait le tour des questions. Si vous avez encore une ou deux questions, on peut encore y répondre. On a 2-3 minutes. Merci beaucoup, Michel, pour tout ça. Je pensais pas qu'il y avait autant d'outils disponibles, en tout cas au Nouveau-Brunswick, pour justement ces évaluations, puis mieux comprendre son boisé. Je pense que je vais m'y intéresser un petit peu. Ça fait plaisir. Oui. Puis, c'est ça que j'ajoute sur la dernière diapo, premièrement, le courriel de Innov si jamais vous voulez nous contacter ou encore le numéro de téléphone. Puis, ben, Michel, lui, avait son courriel sur sa dernière diapositive aussi. Donc, plein de possibilités pour une continuation de discussion. Ça fait. Merci beaucoup. Je pense on a d'autres questions. Non? On est capable de donner une minute de plus à l'horaire, à votre horaire de travail. T'as des questions, Guillaume, d'autres questions, toi? Moi, je vois le QR. Non, moi Pas de personnellement, cas. sur le coup, je vais reprendre le temps de regarder le webinaire un peu plus aussi là pour revoir tous ces outils. Parfait. Merci. Ben, bon après-midi. Joignez-nous le jeudi prochain, même heure. Merci.
Merci beaucoup à Bonne fin de tous. Bonne fin de journée. journée. Ah, attendez un instant. Un replay possible. Suzanne Roy nous demande s'il y a un replay possible. Alors, il y aura un mail automatique qui sera envoyé dans les 24 heures, le temps qu'on mette le replay en place. Il y aura un lien qui vous redirigera vers la playlist complète, en fait, sur YouTube de tous nos webinaires, dont celui-ci aujourd'hui. Voilà. Merci Merci. beaucoup. On vous Au redit revoir. au revoir. Bonne fin de journée. Bon après-midi.